business plan, étude de faisabilité, demande de fonds. La liste peut être longue lorsqu'on veut avoir accès au financement d'entreprises ou de projets de grande envergure. Ici au Sénégal, le fonctionnement des petites et moyennes entreprises a sa particularité et le modèle de leadership peut varier d'un chef d'entreprise à un autre. Vous l'aurez compris, nous parlons argent et management aujourd'hui dans Idées, votre émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme avec deux experts du domaine. Chers téléspectateurs, bienvenue et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Amath Soumaré. Bonjour Monsieur Soumaré. Bonjour Madame Ba. Alors bienvenue sur le plateau Monsieur Soumaré, vous êtes expert en intelligence éco et président du Centre africain de la nouvelle économie Can Executive Education, c'est bien ça? Exactement. Parfait. Et on a aussi Monsieur Manizor Cham sur ce plateau. Monsieur Cham, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur le plateau de Idées. Vous êtes consultant, spécialiste en finance et en conseil des entreprises dans la recherche de financement. Exactement. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, on va parler argent aujourd'hui, ce qui est très important. Et une question très basique, on va aller sur ça avec Monsieur Soumaré peut-être. Une définition d'un entrepreneur, selon vous, et d'une petite et moyenne entreprise, ce serait quoi en quelques mots? Vous avez demandé une définition de l'entrepreneur et une définition de PME-PMI. Ça dépend où vous vous situez. Si vous vous situez en France, qui est la base de juridiction, l'entrepreneur est différent de comment on le conçoit, l'entrepreneur au Sénégal. Si vous prenez en France, on présente l'entrepreneur comme quelqu'un qui a des idées, qui prend des risques, qui met son argent, ses biens, ses trucs pour entreprendre. C'est ça l'entrepreneur. Et c'est différent de businessmen qui sont, par exemple, ce que vous voyez, des intermédiaires. Donc, c'est différent parce que lui, il ne prend pas de risque, il prend un pourcentage au passage, il n'a pas d'idée, il n'a pas de conception à faire pour pouvoir dérouler. Ça, c'est l'appellation donc de l'entrepreneur. Normalement, comme par exemple vous, c'est des gens qui se réunissent, qui ont des idées, qui mettent leur argent, qui mettent leurs biens pour pouvoir dérouler quelque chose. Ça, ce sont des entrepreneurs. Ça suppose que ça avance. Mais c'est différent de quelqu'un qui vient, donc il est intermédiaire, il prend son pourcentage, il met ça dans la poche, lui, il dort. Ouais. Ça marche pas, c'est pas son problème. Ça, c'est pas l'entrepreneur. Donc, ça, c'est du point de vue général. Mais lorsque vous venez, par exemple, pour prendre l'aspect PME-PMI, lorsque vous êtes en France, par exemple, là, ce qu'on appelle PME-PMI, ce sont, il y a les PME, PMI et il y a les TPE, les petites entreprises, il y a les micro-entreprises, il y a l'auto-entrepreneur. Donc, vous voyez, donc il y a différentes sections qui ont été définies. Si vous prenez, par exemple, l'aspect de la PME-PMI, on va vous donner en termes de chiffre d'affaires et en termes de nombre de personnes dans l'entreprise. Quand vous dites, par exemple, en France, un PME-PMI, ce sont des personnes qui ont au moins 250 personnes. PME. La PME, 250 personnes. Donc, je vous donnerai la définition de PME ici au Sénégal. Donc, 250 personnes, ici, c'est une grande entreprise. Hein. Donc, et avoir un chiffre d'affaires qui moins de 500 millions d'euros, par exemple. Ça, c'est la PME, la définition de la PME, donc en France. Et quand vous venez, par exemple, la TPE, ce qu'on appelle les très petites entreprises, les TPE doivent avoir au moins 10 salariés. Les TPE, 10 salariés avec le chiffre d'affaires à peu près 2 millions d'euros. Ça, c'est la définition classique de, comment ça s'appelle, de TPE. Donc, c'est un peu différent de la micro-entreprise. Micro-entreprise, donc les micro-entreprises, et ce sont des sociétés qui n'ont pas 10 entreprises, ça peut être entre 2 et 10, et ils font peut-être parfois 500 000 ou 1 million d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, mais au Sénégal, l'entendement des PME est totalement différent. Elle est différente dans la mesure où, au Sénégal, ils définissent la PME comme une personne physique, parce qu'il y a les EURL, ce qu'on appelle l'entreprise unipersonnelle, donc c'est la SARL à une personne. Donc, ce sont avec des critères, mais c'est défini par rapport à des critères et des seuils. Comment ça s'appelle? Le seuil de chiffre d'affaires. Donc, quand l'effectif peut comprendre dans une PME au Sénégal entre 1 et 20 personnes, avec des seuils donc, qui peuvent aller selon le chiffre d'affaires. 50 millions, par exemple, ça c'est donc l'aspect PME.
Lorsque vous allez donc pour la TPE, ici au Sénégal, on vous donne à peu près 25 millions à peu près pour les TPE. Vous avez 50 000, ce qu'on appelle, il y a les TPE, il y a les petites entreprises et les très petites entreprises au Sénégal. Les petites entreprises doivent avoir au moins 50 millions d'opérations qu'ils ont fait dans l'année à peu près. Voilà en gros. Mais la définition, par exemple, aujourd'hui, l'autre, c'est les moyennes entreprises. Parce qu'on a dit P, petites et moyennes entreprises. Ouais. Le P, donc c'est jusqu'à peu près entre 50 millions. Ça, c'est le P. Le M, c'est les moyennes entreprises. Il y a les moyennes entreprises au Sénégal, il faut au moins 250 personnes, comme la PME donc, en France, 250 employés. Donc, ils ont des exigences comptables et autres que les autres peut-être n'ont pas, parce qu'il faut, s'ils adhèrent à un centre de gestion agréé qui gère leur comptabilité, ils ne s'en occupent pas. Mais quand que vous êtes des entreprises, vous êtes obligés de tenir une comptabilité, de déclarer vos impôts et consorts. C'est un peu différent. Donc, la PME, aujourd'hui, ici au Sénégal, il faut qu'il fasse un chiffre d'affaires à peu près de 15 milliards, ça c'est la moyenne entreprise, et avoir un investissement qu'ils ont fait au niveau du matériel et autres, à peu près inférieur ou égal à 1 milliard. Voilà, donc ça c'est la moyenne entreprise. Vous avez les grandes entreprises, eux qui ont des chiffres d'affaires de plus de 15 milliards et ont fait des investissements au niveau matériel plus de 1 milliard. Vous avez les structures d'entreprise sont là. On a les TPE, on a la moyenne entreprise, on a la PME, la grande entreprise. Vous voyez un peu, voilà en gros, qui varie entre 15 milliards, comment ça s'appelle, de chiffre d'affaires, jusqu'à 25 ou 20 millions donc, de CFA à peu près. Voilà en gros donc, la panoplie de ce qui existe. Et les auto-entrepreneurs qu'on dit, en général, donc bon, la configuration, quand on parle même de TPE, de PME, elle est un peu différente parce que quand vous venez au Sénégal, donc ces mots n'ont pas de sens. Parce que la plupart des gens qui font du commerce ne sont pas immatriculés. C'est ça. Donc c'est un autre problème. Donc ce qui fait qu'on donne les termes conventionnels, mais ce qui se passe... Ça ne s'applique pas forcément au contexte. Non, ce n'est pas la convention parce que vous ne savez pas où vous les mettez, vous ne connaissez pas leur chiffre d'affaires, ils n'ont pas de centre de gestion agréé, ils n'ont pas de déclaration, vous ne savez rien. D'accord. Ce qui fait que vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas les classer quelque part. C'est ça. C'est des clarifications importantes à apporter parce qu'on se rend compte que dépendamment du contexte, les choses changent carrément. D'ailleurs, on va revenir en détail avec le contexte particulier du Sénégal tout à l'heure. Monsieur Tcha, moi, j'aimerais vous poser la question, vous qui êtes conseiller justement en recherche de financement. Qui sont ceux qui donnent du financement à ces PME-là et comment y avoir accès, tout simplement? Merci Sophia pour la question. Avant de venir sur cette question, je vais un tout petit peu revenir sur la définition en fait d'entrepreneur et également de TPME. Il faut comprendre en fait qu'on est dans un cadre juridique et institutionnel bien réglementé. Donc il y a l'OHADA qui encadre en fait la définition de ce que c'est qu'un entrepreneur et également de ce que c'est qu'une petite et moyenne entreprise. Mais également au Sénégal, on a une loi d'orientation qui a été abrogée, celle de 2008, qui a été abrogée par une nouvelle loi en 2020, qui est la loi 2020-02 du 7 janvier 2020, si je me trompe, qui définit en fait la petite et moyenne entreprise. Donc il y a une segmentation qui est faite dès le départ à l'article 3, qui dit qu'il y a les entrepreneurs qui sont des personnes physiques qui mènent une activité économique marchande. Donc ça, c'est la définition légale, juridique du terme. Également, au niveau des PME, on a une segmentation à 4 phases. La première phase, c'est qu'on a les TPME, donc qui sont des entreprises, personnes physiques comme personnes morales, qui ont un chiffre d'affaires qui se limite à peu près à 100 millions de francs. Donc on a une deuxième tranche avec les petites entreprises qui sont entre 500 millions et 100 millions, et on a les moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires excède 2 milliards. Donc ça, c'est la définition, en fait, si je peux le dire, conventionnelle ou légale qu'on a au Sénégal de ce que c'est qu'une PME-PMI. Qui sont ceux qui financent les PME et PMI? Au Sénégal, nous avons plusieurs institutions qui financent les PME-PMI. Donc, les institutions qu'on connaît, nous, sont les banques. Donc, le marché bancaire où les PME et PMI vont se faire financer. Il y a également le marché des microfinances, c'est-à-dire les SFD, qui financent également ces entreprises-là, les PME, PMI. Nous avons également d'autres types de financements qui ne sont pas forcément conventionnels. Ce sont les tontines, donc les gens se font
financer à partir de tontines. Ils se font financer également à partir de leurs épargnes. Ils se font financer à partir des friends and family, c'est-à-dire je viens voir Sophia ou M. Soumaré qui investit dans mon entreprise. Mais également, il y a des fonds d'investissement également qui existent, qui sont des fonds qui peuvent être situés à différents niveaux. Amorçage, ce qu'on appelle le pre-seed, le seed et également la mezzanine en fonction du développement de l'entreprise. Donc voilà de manière ramassée, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet au fil de l'émission, mais voilà de manière listée voilà exactement les structures qui financent les PME et PMI au Sénégal. D'accord. Et si on reste dans ce modèle de financement, Monsieur Soumaré, moi j'aimerais bien avoir votre avis sur la question, hein, ces modèles de financement un peu classiques qu'on connaît et que Monsieur Cham a énuméré tout de suite. À votre avis, est-ce qu'ils sont satisfaisants jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont fait leurs preuves? Est-ce qu'ils doivent un peu changer, être adaptés surtout au contexte sénégalais? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous appelez contexte sénégalais? Au Sénégal, ici, déjà, les banques ne prêtent pas. C'est ça. Donc, contexte sénégalais, c'est bien. C'est pourquoi j'ai dit que quand vous définissez quelque chose, il faut voir dans quel environnement vous évoluez. Oui. Si c'est au niveau du Sénégal, donc vous voulez entreprendre, donc comme il disait sur les love money, donc c'est les seed money, et il y a le crowdfunding, il y a beaucoup de types de financement d'entreprise ou de la banque. Les banques en général ne vous prêtent pas, et si vous prêtent, il faut avoir des garanties. Étant donné que vous n'avez pas de gage, vous n'avez pas de garantie, là, ils ne vous prêtent pas parce que les banques, ils gardent l'argent des autres. Si l'argent des autres, ils ne vont pas donner l'argent des autres comme ça, c'est sûr et certain. Donc, ce qui fait que le système aujourd'hui, quand vous venez au Sénégal, où quelqu'un veut entreprendre, il dit qu'il cherche des financements. Ça veut dire que l'entrepreneur lui-même ne veut pas mettre son argent dedans ou n'en a pas. Ou n'en a pas. Oui. Voilà, donc ça veut dire que moi j'ai une idée, tout le monde a des idées, ils cherchent de l'argent. Donc ça, comme je dis, c'est pourquoi la définition d'un entrepreneur est très important pour savoir est-ce qu'il veut entreprendre ou est-ce que c'est un affairiste. Si c'est quelqu'un qui entreprend, en dépit de son problème de business plan, à partir de son idée de mettre son entreprise, il a de l'argent qu'il veut mettre dedans. Mais en général, la plupart n'ont pas d'argent, ils n'ont que des idées. Ouais. Donc quand vous allez à la banque avec vos idées, ça ne suffit pas. Ouais. La banque vous demande quelles sont vos garanties. C'est ça. Il n'y a pas de gage, vous n'avez pas de maison. La maison, elle est familiale. Qu'est-ce que vous faites? C'est un grand problème. Ce qui fait que maintenant, la plupart des gens qui disent commerce, c'est des commerçants. Surtout maintenant, c'est galvaudé. On vous parle de genre. Les femmes, ils veulent des financements. Les financements, c'est quoi? Ils n'ont pas de garantie. On leur met dans des systèmes où ils vont payer très cher, qu'ils disaient sur les microcrédits. Quand vous voyez les taux de 20 et plus cher qu'on vous fait, vous voyez donc le crédit revolving du genre d'air et tout ça. Donc il y a des choses où vraiment ils ne savent pas, où ils ne comprennent pas combien donc ça va leur revenir le truc. Bon, ils s'en foutent parce qu'ils ne payent pas. Le problème c'est ça, ils vous signent tout, mais ils ne payent pas. Quand vous dites qu'ils ne payent pas, c'est-à-dire il n'y a pas de remboursement derrière? Non. Je veux dire que quand vous êtes en Europe ou aux États-Unis, quand vous empruntez de l'argent, vous ne payez pas, vous avez les huissiers chez vous où ils commencent à répertorier, à vider votre maison. Exactement. Ici, je n'ai jamais entendu ni vu quelqu'un qu'on va vider sa maison. Ça, je ne l'ai jamais vu. À moins que ce soit des grandes entreprises, mais ce n'est pas des petits entrepreneurs ou des dames qui sont dans des associations qu'on prête de l'argent. On leur prête de l'argent comme si c'était des tontines. Donc, mais le problème, dans les tontines même, je peux comprendre parce que vous mettez votre argent, c'est comme des placements que vous faites et vous retirez. Et tandis que dans l'autre côté, vous ne mettez pas d'argent. On va vous prêter de l'argent avec le système du crédit revolving. Ça veut dire que vous payez que des intérêts une fois que vous payez, donc on peut augmenter. Le jour que vous avez un petit truc, là, c'est catastrophique. Vous ne pouvez plus payer. Ouais. Et là, donc, c'est pourquoi en France, donc, c'est interdit, donc, le crédit revolving. Et aujourd'hui, le crédit revolving, c'est ce que fait la DER. Et donc, le problème, c'est pourquoi donc, vous avez des taux élevés et les gens, donc, la plupart, leur business ne marche pas, ils ne payent pas. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils ne payent pas? Il y a combien de fonds qui ont été mis, les gens ne payent pas, mais il n'y a rien après, parce qu'ils ne sont pas solvables. Vous allez prendre quoi? Qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez récupérer le truc de la maison ne leur appartient pas, c'est une maison familiale.
C'est un grand problème. C'est un grand problème. Et c'est ça justement le contexte sénégalais, parce que tout contexte avec ses réalités. C'est pour ça qu'il faut voir, en fait, clairement, il faut peut-être revoir le modèle de financement sénégalais. J'aimerais que vous donniez votre avis là-dessus, M. Thiam, mais en même temps, revenir sur ce que M. Soumaré a dit à propos des banques, que les banques ne prêtent tout simplement pas. Finalement, quels sont leurs rôles et comment les inciter justement à prêter aux entrepreneurs? Je pense que c'est un point qu'il faut nuancer. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas abonder dans le même sens que M. Soumaré en disant que les banques ne prêtent pas. Les banques prêtent. Les banques prêtent parce que là, on peut voir même que le taux, même avec la crise, que le taux d'encours bancaire à l'échelle du Sénégal a évolué de plus de 5%. Donc les banques prêtent. Mais à qui est-ce que les banques prêtent? Il faut aussi... oui, mais il faut également voir cette question sur un angle différent. Hein? Il faut comprendre que la banque, elle a au-dessus d'elle une régulation. Donc il y a le régulateur. Donc la banque doit répondre à ces critères, à certaines normes, à certaines exigences de la réglementation. Et on a une réglementation qui a évolué pour également protéger notre système. Je ne suis pas l'avocat des banques, absolument pas, mais quand même, j'essaye de... Voilà, il faut nuancer. Les banques prêtent, mais maintenant, est-ce que les entreprises, les PME, répondent aux critères d'exigibilité, aux exigences bancaires pour du crédit? Bien sûr que non, parce qu'il y a certaines cautions, il y a certaines sûretés, que ce soit des sûretés réelles ou d'autres types de sûretés que ces PME-là doivent présenter aux banques, mais elles n'ont pas ces capacités. Mais lorsqu'on n'a pas la capacité d'avoir du financement auprès d'une banque, mais il y a d'autres systèmes qui sont là également pour pouvoir financer. C'est là où je dis, j'ose pas dire que les SFD ont failli à leur mission, les institutions de microfinance, mais je dirais c'est à leur niveau qu'on attendait plus en fait au niveau des TPME ou des PME, parce qu'elles sont venues pour quand même être si je peux dire, ce relais des banques au niveau des PME. Mais comme M. Soumaré l'a dit, on se retrouve avec des taux assez élevés, assez limites, souvent exorbitants, qui font que les TPME et les PME ne peuvent pas suivre. Et même les PMI ne peuvent pas suivre. Imaginez-vous qu'au Sénégal, on a 80% d'entrepreneurs, c'est-à-dire en termes de nombre. Le tissu économique sénégalais est composé de petites et moyennes entreprises. Maintenant, également, il faut nuancer à ce niveau parce que 80%, c'est en termes de nombre, ce n'est pas en termes de chiffre d'affaires. En termes de chiffre d'affaires, les grandes entreprises font plus de 70 à 75% du chiffre d'affaires du secteur dans l'économie nationale. Donc, les PME font 30% du chiffre d'affaires. Mais par contre, elles représentent 80% de la population des entreprises. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, ne pas avoir un système qui permet de financer ces PME-là, c'est quand même laisser un pan de l'économie compte tenu de tous les besoins que nous avons. Et même en termes d'assiette fiscale, il y a une bonne partie de cette de manne fiscale qui nous échappe du fait que ces entreprises-là, on n'a pas la capacité de les avoir dans un système normé. Donc, les limites se trouvent à ce niveau. Maintenant, quelles sont les solutions? Il y en a plusieurs. Donc, l'une des solutions que moi je vois et qui a été vraiment réussie par la communauté mouride, que je salue de passage, c'est le financement communautaire ou le financement participatif. Aujourd'hui, en mettant en place ce type de financement, en instituant ce type de financement, où des personnes, des family and friends et d'autres personnes, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding en Europe, puissent venir apporter leurs fonds pour financer des entreprises et en même temps être ce relais de financement par rapport aux banques. Parce que lorsqu'on vient en crowdfunding ou en financement participatif, on prend le risque avec l'entrepreneur, dont on lui montre qu'on a confiance en ton projet et on vient t'accompagner pour que cette petite entreprise aujourd'hui soit un levier, une grande entreprise ou un levier de développement demain. Également, à partir de l'épargne, comme les tontines, c'est quelque chose que souvent, j'ai lu plusieurs articles qui décrivent en fait la manière dont ces tontines-là sont faites, avec tous les problèmes qui y sont. Mais il faut comprendre une chose. Voilà, exactement. Mais il faut comprendre que dans certains aspects, ça aide beaucoup des entrepreneurs. Je vois la bonne dame du quartier qui reçoit sa tontine et elle investit dans son petit commerce. C'est vrai, ce n'est pas formel, c'est informel, mais au moins, ça crée des revenus, ça génère des revenus et
ça génère de la valeur ajoutée. Mais est-ce que justement, le cœur même de l'entrepreneuriat sénégalais, est-ce qu'il n'est pas informel? Ça me fait penser, parce que est-ce qu'on ne doit pas changer justement notre manière de voir? 90% aujourd'hui des recettes de ce truc, ils viennent du secteur informel. C'est pourquoi ce qu'il disait tout à l'heure, je ne sais pas c'est quelle source, mais si vous regardez la NSD, 80% et plus de tout ce qui est truc, c'est le secteur informel. Les grandes entreprises, la plupart, donc des recettes que l'État a le truc, donc ce sont les entreprises informelles. Moi, je suis donc président de commission au patronat, donc des PME-PMI. Donc je peux vous dire que le secteur informel, c'est eux qui tiennent l'économie sénégalaise. C'est eux qui payent 90% des recettes qui sont engrangées par l'État viennent du secteur informel. Donc ils ne viennent pas des grandes entreprises. Les grandes entreprises ici n'ont rien. Où ils ont des dettes et les dettes sont épongées, donc ils ne payent pas la plupart, comme par exemple ICS et consorts, on épose leurs dettes fiscales et autres. Donc ça veut dire que ici au Sénégal, 80% et plus des recettes, ils viennent du secteur informel. Et les recettes qui viennent de ce secteur informel sont tellement importantes, donc ça fait réfléchir, est-ce qu'il y a un problème avec le secteur formel ici au Sénégal et le modèle d'entrepreneuriat et de recherche de financement qu'on veut appliquer au Sénégal? Est-ce que c'est l'information qui n'est pas bien divulguée? Est-ce que les sociétés savent comment le mettre en place de manière concrète? C'est comme s'il y avait un problème à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Je vais juste rebondir sur les points de M. Soumaré tout à l'heure. Effectivement, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, il faut nuancer des fois sur les chiffres, parce que nous sommes des hommes de chiffres, mais également les chiffres, c'est à nous de les faire parler. Et c'est important. Parce que quand je dis 70% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire les revenus générés au niveau de l'économie nationale, à hauteur de 70% et plus, sont générés par les grandes entreprises. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport du recensement des entreprises de l'ANSD de 2016 qui le dit. Donc ça, c'est un fait. C'est une étude qui est là et nous, je pense qu'on a l'ANSD a un crédit auquel nous portons vraiment toutes les éloges qu'il faut. À ce niveau-là, les PME, comme je l'ai dit, en termes de nombre, c'est-à-dire quand on regarde, quand on fait une corrélation entre l'aspect social et l'aspect économique, les PME et les TPME sont au devant de la scène. Parce que c'est-à-dire plus de 80% de l'économie sénégalaise repose sur ces personnes-là. Donc c'est important de ne pas les laisser en rade dans le système financier. Il faut les prendre en charge, il faut les aider, il faut les soutenir. Et d'où là, la question, elle est très intéressante, de demander, est-ce qu'il y a un manque d'information? Je dirais oui, il y a un manque d'information criard au niveau des institutions qui sont censées accompagner les entreprises. Je pense qu'elles ne font pas assez de communication. Il faut communiquer parce qu'il y a des institutions qui existent. On a la chambre de métier, on a la chambre de commerce, on a l'ADPME, on a l'ADER, on a des institutions qui ont été mises en place par l'État du Sénégal pour pouvoir aider ces entreprises-là, et ces institutions doivent faire leur travail. Et elles font leur travail déjà, il faut le dire, mais elles doivent davantage communiquer pour qu'on puisse savoir qu'elles existent et que ces structures-là puissent être accompagnées par ces institutions, parce que c'est ça leur devoir. Aujourd'hui, je le dis très souvent, au-delà du business plan qu'on élabore pour aller demander des financements, au-delà de la capacité à l'entreprise de pouvoir payer, il y a la question du business model et de l'accompagnement stratégique. Et c'est ce qui manque vraiment aux entreprises. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut avoir une belle idée, une idée géniale, on réalise l'idée, on a des revenus, mais de quitter de la phase entreprenant, passer à la phase TPME et continuer à la phase PME pour devenir une grande entreprise, c'est là où il y a un réel problème au niveau de ces promoteurs de projets ou au niveau de ces entrepreneurs. Et le manque d'accompagnement fait que ces entreprises stagnent. Et elles stagnent du fait qu'elles ne savent pas qu'il y a des institutions qui puissent les accompagner. Et il faut comprendre une chose, nous décrions des fois les banques ne financent pas. Les banques ne financent pas les PME, les PMI. Mais pour qu'une banque puisse accompagner et puisse financer, il faut qu'en retour, elle puisse avoir une information ou avoir clairement la possibilité de devoir récupérer son argent. Parce que le système bancaire est un système basé sur la confiance. C'est des personnes qui viennent déposer leur argent et sur la base de ces dépôts qu'on finance d'autres personnes. Si les personnes qui sont financées sont en incapacité de payer, la banque se retrouve dans des difficultés. Donc d'où tout l'intérêt pour la banque et même la SFD de devoir tenir en compte ces risques. Et pour que tout ce système soit huilé, il faut que tout le monde, à l'échelle, sur toute la chaîne de valeur, puisse
mener sa partition. Donc tout l'intérêt à ce que ces entreprises-là, ces institutions qui sont là, puissent communiquer pour qu'on puisse savoir connaître leur existence et qu'elles puissent accompagner les entreprises dans leur élan de développement. C'est ça, une communication peut-être plus efficace et plus efficiente. Ça, c'est ce qu'il dit, c'est l'idéal. Oui, ce serait l'idéal. Mais l'idéal et la réalité est totalement différente. Bien entendu. Elle est totalement différente. Vous savez que donc, quand j'entends Thiam parler, donc c'est exactement les cours que je donne à Chicago ou à Paris. Donc, on vous présente l'entreprise, l'idéal. Mais quand vous venez sur le terrain, ici, la PME, comme vous dites, pourquoi je vous ai dit que tout est informel? Le gars qui fait de l'informel, c'est un baol qui fait sortir des milliards. Ouais. Une seule personne ou deux personnes ou leur famille. Ça veut dire que cette notion de grande entreprise, je ne sais pas, donc les chiffres de la NSD, je vous dis, le Sénégal, 80% des recettes que l'État reçoit, ils viennent du secteur informel. C'est qui? Ce sont ceux qui importent. C'est des milliards qu'ils importent et ce ne sont pas des grosses entreprises, c'est 2 ou 3 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait, il y a des gens qui business plan, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas ce que c'est que business plan. Ouais. Ils entreprennent, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils sont en train d'entreprendre même. Ils ne savent même pas. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est que on a fait certaines études, on a été normé d'une certaine façon. Donc moi j'ai vécu 35 ans entre les États-Unis et l'Europe. J'ai vécu 35 ans. Donc je reviens donc sur l'Afrique, je vois que c'est totalement différent. Ici, personne ne paye l'impôt. Personne. Vous ne pouvez pas imaginer. Les salariés peut-être. Non, Les salariés. Ça dépend des salariés. Les salariés qui sont dans les gouvernements. Parce que c'est des retenues à la source. Et même en entreprise, Non, il y a des en retenues à la source. Oui, mais les entreprises, ici, il y a des entreprises qui ne payent même pas l'URSSAF ni le truc, ils ne paient rien. Ils vont vous donner votre salaire, mais le jour que vous êtes malade, c'est là que vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas cotisé. Qu'ils n'ont pas cotisé Le pour problème vous. qui se pose, c'est qu'il y a ce qu'on dessine sur les trucs, il y a ce qu'on écrit sur les papiers, et il y a la réalité. Oui, je vous ai dit toujours que je suis membre du MEDES, je suis président de la commission là-bas. Mais je peux vous dire que la réalité est totalement différente de ce qu'on écrit sur les papiers. Tout à fait. Totalement différente. Les gens qui payent des impôts ici et qui payent l'URSSAF et tout ça, la sécurité sociale, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens, donc on leur paye leur salaire, mais derrière, quand ils sont malades, c'est là qu'ils se rendent compte. Qui n'ont pas d'assurance. Prenez un seul exemple. Vous allez à Sandaga. Vous avez 150 boutiques. Dans chaque boutique où vous rentrez, vous avez au moins 10 personnes qui sont dedans. Ces 10 personnes, ce sont des parents. Moi, je suis allé, parce que nos bureaux sont vers l'immeuble Québec. Je discute avec eux. Ce sont des parents avec lesquels ils travaillent. Je leur pose la question. Ils sont payés, en général du cash. Je leur demande, donc, est-ce qu'ils sont malades? Ils disent non, quand ils sont malades, c'est eux qui payent leur truc. Ça veut dire que c'est ton parent, il pense qu'il t'aide, il ne cotise pas la sécurité sociale, ni rien du tout. Et toutes les boutiques, je vous dis que vous allez à Sandaga aujourd'hui, de 9h jusqu'à 17h, toutes les boutiques que vous allez, des boutiques, donc vous allez en famille, il y a des jeunes qui vendent, il y a des vendeurs, personne n'est déclaré nulle part. Tout à fait. Nulle part, je vous dis. Ils ne savent même pas, eux, qu'ils ont droit à la sécurité sociale. Ils ne savent même pas ça. Parce qu'ils sont avec leur oncle ou leur truc, ils ont l'impression d'être aidés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand vous allez sur les textes, les papiers là, et la réalité, elle est totalement différente. Les papiers, ce qu'ils nous disent là, elle est totalement différente. Moi, je m'en suis rendu compte parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas fait mes études ici, j'ai pas grandi ici, donc, mais j'ai compris. J'ai commencé à travailler donc vers les années 2007-2008. Que j'ai commencé à travailler vraiment en 2007-2008, que j'ai commencé à travailler dans la sous-région en Afrique. Ouais, je veux dire, mais je découvre des réalités qui n'ont rien à voir. Vous allez en Europe, une entreprise ou même une personne qui touche de l'argent, il est impensable. Il ne peut même pas penser ne pas payer d'impôts. Je parle d'une personne physique. Ça ne lui passe même pas la tête de ne pas payer d'impôts.
Ça, ils ne les pensent même pas. Parce que si vous ne payez pas d'impôt, l'impôt local, si vous ne le payez pas, l'impôt sur les revenus, vous ne le payez pas. Non, c'est bon, c'est déclaré par les trucs. Mais je peux vous dire que bon, c'est déclaré d'un côté par l'employeur et d'un côté par vous-même. Mais si vous faites des fausses déclarations ou autres, je peux vous dire que donc, ça va vous coûter excessivement cher. Les gens ont peur, plus peur de l'inspecteur des impôts que l'inspecteur de police. Oui. Tout à fait. Mais ça, il faut comprendre que c'est le système qui le favorise, parce qu'eux, ils sont dans un système qui est normé, un système qui est formel, qui est formalisé, où il y a une traçabilité de l'ensemble des agents économiques. Je suis d'accord. Au Sénégal, tel n'est pas le cas. Non, Comme on l'a dit tout à l'heure, 80% de ces structures ou agents économiques échappent en fait au système formel. Par conséquent, il est très difficile de pouvoir les sérier, les récupérer et pouvoir en faire une assiette fiscale. Non, il paye même. Il paye. C'est-à-dire que le gars qui paye le milliard et le gars qui vend des arachides, ils payent la même chose. Vous leur demandez, est-ce que vous payez comme impôt? Ils vous disent oui, mais ils confondent l'impôt et les taxes de la mairie. Oui, ils vont vous sortir les papiers de la mairie. Ils ne savent pas, l'information n'est pas... Ils ne savent même pas que l'impôt se paye au trésor. Oui, pour eux, ils n'ont pas l'information. Certes, ça, on ne peut pas les indexer par rapport à ça. C'est parce qu'il il faut qu'ils aient l'information. Tout à fait. Mais quand vous allez entreprendre, vous devez savoir, la chambre de commerce que vous avez dit tout à l'heure, moi je veux entreprendre. Il y a la chambre des métiers, il y a la chambre de commerce et tout ça. Je veux entreprendre. Et je vais m'informer pour m'immatriculer. Ils ne passent même pas par la chambre de commerce. Ils ne s'immatriculent pas. Ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche. Ils ne payent pas d'impôts. En fait, finalement, on a l'impression que c'est du formel qui fait de l'informel. On a l'impression que c'est ça le problème. C'est-à-dire que même des entreprises qui se veulent formelles font dans l'informel. Même ceux qui sont formels sont dans la... C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de rigueur à ce niveau. Même ceux qui sont formels, ils font de l'informel. Vous voyez une société de sécurité dans l'immeuble où je suis. Le gars, il gagne un marché de l'État. Il gagne un marché des trucs, de la société des trucs. Il vient. OK, il a 50 personnes. Sur ces 50 personnes de fonds sécurité, chacun est payé, mais ils ne payent même pas la sécurité sociale et qu'on sort derrière. Les gens sont payés, ils sont employés. Le gars, il gagne un marché. Quelqu'un qui gagne un marché, ça suppose qu'il est formel. Ouais. Mais il fait de l'informel. Tout à fait. Il ne paye pas ni de sécurité sociale, ni de retraite, ni de trucs pour ceux qui travaillent. Et c'est ça le problème, parce qu'il n'y a pas de contrôle derrière. C'est exactement ça. Je pense que tout le... En fait, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de contrôle. C'est là où je pense que c'est là où le problème se trouve. Par rapport à l'action en fait des entreprises d'être formelles, de s'inscrire, d'avoir un INEA, un RCCM et tout, les entreprises ne le font pas parce que derrière, ou bien les petites entreprises ne le font pas parce que derrière, il n'y a pas de sanction. Ouais. Ça c'est un point et c'est une réalité qui est présente dans notre zone. Mais aussi, il faut comprendre qu'il y a ce rôle aussi de l'État de pouvoir aller capter ces ressources-là, donc de mettre les moyens. Donc ça, c'est plus dans l'incitation, dans la communication, dans la sanction également s'il faut, donner des pénalités à des entreprises qui ne le font pas pour pouvoir augmenter notre assiette d'impôt. Maintenant, lorsqu'on revient maintenant à la question du financement, parce que c'est ça aussi qui est l'un des points focaux qui fait qu'une entreprise puisse être dans des dispositions à pouvoir se formaliser. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à une certaine taille critique et qu'on veut obtenir certains financements, on est dans l'obligation d'être formel. D'être formel. Donc, ce point-là, il est important. Aujourd'hui, il faut que les institutions financières, surtout les institutions de microfinance, puissent être en fait les relais qu'il faut vraiment pour ces PME, PMI. Parce que les banques sont assez rigides dans leur logique de financement, ce qui est à tort ou à raison, c'est une question qui est ouverte, on peut en discuter. Jadis peut-être normal, je dis bien peut-être normal, du fait de la réglementation qui les oblige, qu'elles doivent respecter, mais aussi au niveau des SFT ont eu également une réglementation qui les exige de respecter certains seuils, mais qui ont quand même plus de flexibilité pour accompagner les PME. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a du travail qui doit être fait et également réfléchir et repenser le modèle de financement de l'entreprise. C'est important. Aujourd'hui, je vais revenir encore une fois sur le financement participatif. Pour moi, c'est l'un des leviers qu'il faut vraiment actionner et partout dans ce pays pour pouvoir aider les petites et moyennes entreprises. Il y a des initiatives qui se font.
certains vont me parler de fonds, il y a des fonds à capital risque qui viennent aider, mais il faut comprendre que le fonds, c'est comme M. Soumaré l'a dit à l'entame de ses propos, les fonds sont des investisseurs, sont des capitalistes. Ils sont plus dans une logique mercantiliste plutôt que de soutenir une entreprise. Parce que le fonds, sa logique, elle est très simple. Au bout de 5 ans ou maximum 10 ans, c'est une sortie avec une plus-value intéressante et on laisse l'entrepreneur continuer son projet avec d'autres investisseurs ou d'autres personnes qui rentrent dans le capital de la société en equity, comme on le dit dans le jargon. Mais aujourd'hui, avec du crowdfunding, avec un financement participatif, en fait, ces personnes-là peuvent rester dans l'entreprise ad vitam aeternam. Et aider cette entreprise-là à avoir le poids qu'il faut et à atteindre les seuils qu'il faut pour pouvoir compétir, que ce soit au plan de vue national comme au point de vue international. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que moi, je voudrais qu'on aborde plus la réflexion, et même pas seulement au niveau de ce plateau, mais au niveau des instances, des institutions, pour amener les gens quand même à pouvoir s'orienter vers ce type de financement pour aider nos petites et moyennes entreprises. Le financement participatif comme solution, peut-être, M. Soumaré, bon, est-ce que tout le monde peut faire ce financement participatif, a les moyens, le réseau ou alors les connexions nécessaires pour le faire? Aussi, ça peut être une autre question. Ce qui m'emmène à vous demander tout simplement, est-ce qu'on peut entreprendre sans argent? Pourquoi? Parce que souvent, c'est une question qui a l'air très drôle comme ça, mais pourquoi je vous pose cette question? C'est parce qu'on entend souvent ces success stories. Ils cherchent des financements. Tout le monde cherche des financements, ou alors on entend même des success stories qui disent « Oh, moi j'ai commencé avec une somme dérisoire, etc. et regarde où je suis aujourd'hui ». Est-ce que concrètement, vous, en tant qu'expert en économie, est-ce que c'est possible d'entreprendre sans argent? Ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire rêver les gens. Voilà. C'est le problème qui se pose. Donc, ce que disait Cham, c'est très bien, le crowdfunding, le seed money, le love money, tout ça, c'est bien. Mais la réalité ici, le crowdfunding, donc les gens qui mettent de l'argent, par exemple en Europe ou aux États-Unis, le crowdfunding, le seed money, le love money, parce qu'il y a des mesures fiscales derrière. Moi, par exemple, je dois payer 5 millions ou 10 millions d'impôts. Je vais mettre mes 10 millions d'impôts dans son entreprise. Donc, je vais avoir donc, des déductions sur mes impôts que je paye. En fait, l'impôt, au lieu que je le paye à l'État, je le mets dans la société. Je suis donc exonéré de payer ces impôts, les 10 millions que je paye. Donc, c'est intéressant. Au lieu de le mettre à l'État, je le mets dans une petite entreprise. Tout à fait. Mais ici, il n'y en a pas. C'est pourquoi j'ai dit, les trucs qu'on nous enseigne, donc en Europe, aux États-Unis, c'est une chose, le love money, le seed money, le crowdfunding, mais ici, ça n'a rien à voir dans nos réalités ici. Parce qu'ici, quand quelqu'un sort de l'argent, M. Thiam va sortir de l'argent, va mettre quelque part, l'État ne les retire pas parce qu'il n'y a pas d'accompagnement fiscal pour lui permettre, lui, ou le motiver de mettre son argent dans une petite entreprise qui démarre. Oui, je veux dire, il n'y en a pas. Et c'est ce qui fait que s'il le fait, c'est ce qu'il dit sur les crowdfunding, c'est que beaucoup bien plus sur les love money. Love money, c'est beaucoup plus quelqu'un qui est de ta famille, qui t'aime bien, qui veut t'aider, ou un cousin, ou un oncle, ou un truc, il te connaît très bien, et là, il t'aide. C'est ce que je veux dire, parce qu'il n'attend pas des trucs derrière. Oui, je veux dire. Mais ça, c'est tellement infime. Par rapport en Europe, où moi, je peux mettre de l'argent dans sa société, je ne le connais même pas. Tout à fait. Il démarre, l'idée, il me présente, c'est bien. Je sais que je paye beaucoup d'impôts. Les entreprises qui payent beaucoup d'impôts, au lieu de payer des impôts, ils ont des déductions fiscales. Ils mettent dans les petites entreprises et ça leur permet de se développer, de se relancer. Ça, c'est une chose. Le fait maintenant de travailler de trucs sans argent, c'est bien. Je veux dire que bon, c'est bien de faire rêver les gens. C'est très bien. Mais je veux dire que donc, c'est comme qui disait, il faut être formel. Effectivement, vous avez des associations de femmes qui sont formelles. Oui. Bien, les associations sont formelles. Mais dans des associations, vous avez 1000 femmes dedans, les adhérents. Donc, l'association va, par exemple, à l'adhère, on lui donne 2 milliards. Moi, j'en ai vu des associations qui ont reçu 2 milliards et poussière. Donc, ils partagent avec les gens qui sont... Mais si les gens ne payent... Ils sont pas formels, ces gens. Ce sont des informels. Il y en a qui font des jus de fruits, il y en a qui font des trucs. Ils sont immatriculés nulle part. Parce qu'ils prêtent à l'association. C'est comme des tontines. Les gens reversent à l'association paye. Mais s'il y a des défauts de paiement, qu'est-ce qui se passe? Une association, c'est à but non lucratif.
Ouais. Je veux dire que ce n'est pas comme une entreprise où votre capital est engagé selon vos apports. Il n'y a pas d'apport. Tout à fait. Les gens sont bénévoles. Et vous allez faire quoi? vous allez vers qui? Personne n'est responsable. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a des réalités ici. Quand vous allez au fond, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous écrit. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ont reçu des milliards, aussi au Sénégal. Il y en a énormément. Il y en a, mais ces milliards, c'est destiné à ces adhérents. Ces adhérents, et vous leur demandez, ils sont inscrits où? Ils sont inscrits nulle part. Tout à fait. Et les milliards sont donnés légalement à une institution qui est créée légalement, qui est l'association de femmes, surtout les femmes. C'est chez les femmes que j'entends beaucoup plus, ils cherchent tous des financements. Et parce que les hommes aussi, elles sont très entreprenantes, il faut le dire. Peut-être que les femmes sont plus entreprenantes. Dans l'entreprise, vous leur demandez, vous m'en parlez tout à l'heure, j'ai rigolé un peu de business plan, vous leur demandez qu'est-ce que c'est que votre business plan, qu'est-ce que vous avez fait comme prévision de chiffre d'affaires au truc, ils ne savent même pas ce que c'est que le business plan. Ça c'est vrai. Ils ne font pas de prévision, pour eux, ils voient l'autre, il fait des jus de fruits, ils se disent, bon, on va faire jus de fruits. Point final, ça s'arrête là. C'est du mimétisme qu'ils font. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a des dispositifs aujourd'hui au Sénégal. On a répertorié à peu près 53 dispositifs qui existent. Le problème qui se pose, c'est que il faut qu'il y ait des structures formelles, comme les associations, des trucs ou autres. Il a parlé du temps de la DPME ou autre. C'est des trucs, il y a les bureaux de mise à niveau, il y a plein de choses qui existent. Le problème qui se pose, c'est que il faut voir quel type d'entreprise on est. La plupart, moi j'ai vu l'ancien directeur du bureau de mise à niveau, c'est un ami, on a fait nos études, qui est décédé, on a fait nos études en France. Donc le problème qui se pose, Youf me disait que parfois, ils ont des fonds qu'ils n'utilisent pas. Parce que les critères qu'on leur donne, ceux qui les remplissent, il n'y en a pas des masses. Vous allez même faire un appel d'offres. Vous n'avez pas assez de papier pour pouvoir faire... Il paraît que ça arrive énormément, oui, ça. Mais oui, ça arrive. Problème qui se pose, d'où le profilage. Il faut revoir le profil en termes de politique. Il faut revoir comment est-ce qu'on définit ces critères en fonction de nos exigences locales. C'est-à-dire aujourd'hui, je le dis, il faut aussi que nous, au niveau de nos institutions, qu'on arrête ce que j'appelle le copier-coller à l'identique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc je vais laisser M. Soumaré continuer. Parce que ça, c'était les dispositifs bailleurs dont je dis, parce que j'avais répertorié, moi, il y a deux dispositifs bailleurs qui existent ici, donc GIZ et autres. Il y a les dispositifs de l'État au nombre de 8. Il y a les dispositifs privés. Donc il y a, par les dispositifs privés, je peux parler par exemple Cofina qui font du leasing et autres. Bon, comme je dis, quand on parle de leasing, le crédit bail, c'est pas la petite PME, je veux dire. Tout à fait. Donc, mais on les met dans les dispositifs. On a par exemple les banques avec le capital risque, donc il y a à peu près 7 dispositifs pour ça. On a les organisations professionnelles et consulaires, donc ce qu'on appelle les OPC, il y a 9 dispositifs qui existent au Sénégal. On a les structures d'accompagnement, il y en a à peu près 21. Donc on a les partenaires internationaux, donc qui aident. En gros, ça faisait 53. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on ne vous donne pas de l'argent comme ça. L'argent existe, mais il faut se formaliser, il faut avoir des critères sur lesquels vous rentrez dedans. Mais si vous n'avez pas ces critères, le problème qui se pose, l'argent, ils ne peuvent pas le donner comme ça. Le problème, c'est ça, parce que la plupart des entreprises, comme j'ai dit ici au Sénégal, sont informelles. La plupart sont informelles. Ils hésitent même de dépasser de l'argent. Pourquoi? De déclarer leur argent parce qu'ils ne veulent pas qu'on retrouve. Ce qui fait que s'ils font 1 milliard, ils disent qu'ils ont 250 millions. Le problème qui se pose, et quand on dit que pour avoir un crédit, il faut 500 millions, ils n'ont pas un chiffre d'affaires. Ils n'ont même pas de comptabilité la plupart. Même les informels, là, rares, sont ceux qui ont des centres de gestion agréés qui gèrent leur comptabilité. Le problème qui se pose, c'est que l'entreprise est très complexe ici au Sénégal. Ouais. Si on regarde comment ça se passe normalement ailleurs et comment ça se passe réellement sur le terrain ici, ça n'a rien à voir. Parce que ici,
personne ne déclare ce qu'il touche. C'est ça. Ça devient un sport national. Personne. Je dis que ça soit la grande entreprise, que ça soit la petite entreprise, la PME. Et malheureusement, c'est comme ça. Oui, c'est ça. C'est le contexte qui le dit. Rapidement, parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission, Monsieur Thiam, j'aimerais savoir une question qui va un peu par rapport à la question qui semble ironique de est-ce qu'on peut entreprendre sans argent, parce que l'entrepreneuriat, c'est devenu comme une mode pour les jeunes. Tout le monde se dit ou veut se dire entrepreneur. Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Est-ce que tout le monde comprend vraiment ce que c'est l'entrepreneuriat et ce que ça demande etc. chez les jeunes? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas un problème à ce niveau aussi? Oui, là c'est une question à la fois, c'est une question difficile, Sophia. C'est une question très difficile parce que est-ce qu'il y a, si je comprends bien, est-ce qu'il y a une typologie d'entrepreneurs? Oui. Et est-ce que tout le monde peut entreprendre? Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Je dirais non, tout le monde ne peut pas entreprendre. Entreprendre, quand on regarde les entrepreneurs qu'on a au Sénégal, ceux qui sont partis de tout petits et qui ont grandi, ils ont une certaine personnalité. Il y a le leadership, il y a la capacité à résister. Il faut être, et surtout en Afrique, il faut être très résilient dans le business. Très, très résilient parce que ce n'est pas facile. Il y a des barrières partout. Il y a des barrières partout. Même si on a l'idée la plus géniale, même si on répond aux besoins le plus primaire ou le plus sollicité, il y a des difficultés, il y a des barrières. Donc, il faut avoir la mentalité, la personnalité et la carrure qu'il faut pour pouvoir mener son idée de business jusqu'au bout. Ou au moins de réussir dans son idée de business. Donc, partant de cette réponse, je pense que non, tout le monde n'a pas ces capacités, donc tout le monde ne peut pas entreprendre. Est-ce qu'on peut entreprendre sans argent? Je dirais oui et non. D'accord. Tout dépend de ce qu'on fait. Lorsque le business repose sur sa personne, oui, on peut. C'est-à-dire, on vend des prestations que nous-mêmes, on sait faire. Oui, on peut commencer comme ça, petit, et petit à petit, on grandit et on devient une grande structure. Mais je dirais aussi non, parce qu'il y a certains investissements, comme une industrie et tout, on ne peut pas le faire sans argent. Donc, tout dépend de la position et d'où est-ce qu'on se pose. Tout à fait. Même si vous avez le capital immatériel, c'est de l'argent. C'est vrai. L'argent, ce n'est pas seulement physique. Exact, c'est ça. C'est de l'argent. Quand vous voyez les jeunes qui vendent, ils n'ont pas besoin de business plan. Ils vont devant, par exemple, quand il fait chaud, ils ont des trucs devant les feux rouges. Et quand il fait froid, ils ont toujours des trucs à vendre. Ils n'ont pas besoin de business plan parce que ils s'adaptent. Ils ont cette capacité exactement. Voilà. Quand vous leur parlez de business plan, eux, ils rigolent parce que pour eux, c'est des choses dont ils n'ont pas besoin. Ils savent exactement ce qu'il faut vendre pendant la période devant le feu rouge. C'est ça, c'est ça. Et dernière question avant qu'on termine, Monsieur Soumaoro, on a parlé de tous les problèmes de l'entreprise et du financement ici au Sénégal et on a compris que le contexte était particulier. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives que vous pouvez citer qui s'appliquent mieux au contexte dans lequel on se trouve, au contexte sénégalais, et qui pourrait un peu normaliser tout ce monde-là de l'entrepreneuriat et du financement, au lieu de faire du copier-coller qui nous vient d'ailleurs et qui ne s'adapte pas à nos réalités? Mais ce qui se passe ici, ce n'est pas du copier-coller, parce qu'en Occident, vous ne pouvez pas faire de l'informel. Ça, je veux dire que vous ne pouvez jamais faire de l'informel. Parce que l'informel là-bas, il n'y a que des Sénégalais que je vois faire de l'informel. C'est ce que je vois, par exemple, des jeunes Modou, ils ont leur truc avec des babioles sous la tour Eiffel. Quand le gars il vient, il ramasse, il court. Vous allez en Italie, vous retrouvez pareil. Vous ne trouvez aucune nationalité africaine, il n'y a que des Sénégalais que je voulais dire parce que il y en a d'autres. Carrément. Vous ne pouvez pas voir, ce n'est pas des Maliens, ce n'est pas des Burkinabés, ce n'est pas des Ivoiriens. Vous avez que des Sénégalais que je vois faire ça. Mais il y a quand même d'autres origines qui sont connues dans l'informel, les Mexicains. Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il faut nuancer, monsieur Soumaoro. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je parle bien de l'Europe, surtout en France et en Italie. D'accord. Je n'ai pas vu d'autres nationalités. Je suis africain comme eux, mais vous avez même honte parfois parce que vous avez que des Sénégalais que vous voyez. Que des Sénégalais que vous voyez dans ce truc. Vous ne pouvez pas faire de l'informel là-bas, ce n'est pas possible. Je vous dis que même une personne physique qui travaille, il ne lui passera même pas la tête de ne pas payer d'impôts. Ça, ce n'est pas possible. Tandis qu'ici, quand vous payez de l'impôt, ça veut dire que vous êtes con. Vous dites quelqu'un, combien vous payez de l'impôt? Ils gagnent de l'argent. Je vois un photographe que je rencontre au King Fahd Palace. Le gars, après mes interventions, il vient, il m'amène une trentaine de photos. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, ça c'est vos photos. Je lui dis, mais je ne vous ai pas demandé. De me prendre. Il me dit, bon, il se débrouille. Je lui dis, bon, ok. Nous, on discute. Je prends ces photos. On discute. Dans la discussion, je lui dis combien. Il me dit, il vient 3-4 fois. Je lui dis, combien vous gagnez par truc? Il me dit, bon, il gagne à peu près chaque fois
200, 300 000 à peu près quoi, pendant les trucs. J'ai calculé, je lui dis, mais vous gagnez beaucoup d'argent, vous gagnez plus que les gens. Combien vous payez d'impôts? Il me dit, impôts. Pour lui, c'est comme... c'est inimaginable. Il me dit, oui, je paye l'électricité, je paye le loyer, je paye les trucs, l'électricité, le loyer, je paye quoi? Il me dit que quand je reproduis, je paye. Pour lui, c'est ça l'impôt. Il confond la TVA, certainement, et l'impôt. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses, je discute moi avec des gens des impôts, les gens ne comprennent même pas ce que c'est que l'impôt. Pour eux, l'impôt, c'est du vol. C'est le gouvernement qui vole l'argent. C'est comme ça qu'ils conçoivent l'impôt. Comment formaliser alors? Comment est-ce qu'on rend formel justement ici au Sénégal? Quelles sont les informer les gens que déjà la chambre de commerce existe, les chambres de métiers existent. Personne ne peut entreprendre. Moi, j'ai discuté de ça au niveau de l'assiette, par exemple, du plateau, avec les responsables. Je leur dis, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'université qui n'ont pas d'emploi. Vous en prenez 500, vous les formez, vous les mettez, ils ont un petit truc avec des pourcentages. Tous ceux qui sont commerçants, ils vont les voir petit à petit, ils collectent. Et on les paye par rapport à ce qu'ils récoltent. Ça, c'est une chose. Le problème qui se pose, c'est que il n'y a pas de personnel de contrôle. C'est comme récemment avec le commerce qu'ils ont fait, ils ont fixé les prix, mais il n'y a pas de contrôleur de prix. C'est ça. Et c'est bien de faire des textes. Les textes, c'est très bien. Il n'y a pas de mais suivi s'il n'y a derrière. pas de ce que les Américains disent, comment ça s'appelle, law enforcement, donc s'il n'y a pas de contrôle des trucs, des lois que vous faites, c'est comme si vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Ça ne sert à rien du tout. C'est ça. Le problème qui se pose ici, ce n'est pas les textes. Les textes existent. Mais l'application des textes n'est pas faite. Malheureusement. Donc, ce qui fait que on veut bien faire, mais l'État, il a intérêt que ces gens réussissent et lui versent de l'argent. C'est l'intérêt de l'État. Exactement. Mais si les gens, quand vous leur parlez d'impôts, ils font comme si on les volait de l'argent. C'est comme ça qu'ils le voient, la façon dont ils disent impôts. Donc la façon dont ils disent ça, c'est comme c'était des voleurs, quoi. Ouais. On veut leur voler l'argent. Mais ils se trouvent normal qu'ils gagnent 5 fois ou 6 fois ou 10 fois plus que le gars qui travaille le truc et ne rien payer. Ne rien payer, tout à fait. Donc peut-être plus informer les gens pour qu'ils comprennent plus de quoi il s'agit. Merci Monsieur Soumaré. Monsieur Thiam, peut-être une réaction de la fin, vos derniers mots. Oui, le mot de la fin, ce sera plus à insister les institutions étatiques qui sont là, à plus coordonner entre elles et communiquer davantage, c'est important. Également, demander à ce que les SFD soient beaucoup plus souples. Et également, la réglementation bancaire au niveau, parce que là, c'est à une échelle beaucoup plus élevée, qu'elle puisse être beaucoup plus souple par rapport aux réalités de nos économies, qui sont des économies très fragiles, qui ont besoin d'un accompagnement de l'ensemble du système, et pas seulement un seul pan du système, donc les amener à beaucoup plus réfléchir sur comment intégrer certaines dispositions qui vont vraiment impliquer les PME. Et le dernier mot, c'est vraiment de réfléchir au financement participatif qui quand même fait ses preuves un peu partout dans le monde. Et je pense que pour moi, c'est l'alternative qu'il faut. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Thiam, pour cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Soumaré, pour cette émission riche en informations. Chers téléspectateurs, on vous remercie, vous aussi, d'avoir regardé votre émission Idées. Cette émission, nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Baye et nous vous donnons rendez-vous ultérieurement sur ITV.